Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme de votre émission L'actualité, une constellation de satellites capables de suivre des missiles hypersoniques. Une techno qui comptera bientôt parmi l'arsenal de défense américain. En France, un hackathon d'Effinspace touche bientôt à sa fin. Si vous ne connaissiez pas cet événement, on va en parler dans cette émission. Et notre call actu est dédié à la société Emeria qui conçoit un ballon atmosphérique et qui va signer un partenariat décisif avec le CNES. Le PDG de l'entreprise répondra à notre appel. Et puis en deuxième partie d'émission, on va parler du dilemme qui secoue le secteur spatial. Quel équilibre entre conscience climatique et développement technologique, alors que ces startups jouent des coudes pour redorer le blason européen. Deux d'entre elles seront en plateau avec nous pour en discuter. Voilà pour le programme. On démarre tout de suite avec l'actualité sur Bismart. Une constellation de satellites pour suivre les missiles hypersoniques. Le 27 novembre dernier, le Pentagone a donné feu vert pour la production d'une constellation de 6 satellites de détection et de traque de missiles. Ces 6 satellites seront placés en orbite moyenne, c'est-à-dire au-delà de 1200 km d'altitude, ce qui constitue une toute première pour une constellation. Ainsi, ils seront moins enclins aux attaques de satellites espions qui, eux, œuvrent pour la plupart en orbite géostationnaire. Derrière cette technologie se cache l'industriel américain Millennium Space System qui appartient au groupe Boeing. Pour convaincre, l'entreprise a mis au point des modèles numériques de prototypes de satellites dont elle teste les performances des capteurs dans divers cas de figure, y compris des engagements avec des missiles ennemis. Cela inclut aussi la traque de missiles hypersoniques en dépit de leur vitesse très élevée. Le 8 décembre se tiendra la finale internationale du 3e hackathon de défense spatiale. Pour sa 3e édition, les 17 et 18 novembre dernier, l'événement a réuni en simultané près de 350 participants, constituant 82 équipes dans 6 villes de France. Initié en juin 2021 par le commandement de l'espace, le CDE, l'événement est organisé en partenariat avec Aerospace Valley, le pôle de compétitivité en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. L'objectif, c'est de faire émerger évidemment des solutions innovantes pour la défense spatiale. Les 2 équipes lauréates se verront offrir un voyage en Guyane où elles pourront visiter le centre spatial guyanais. Dernière actualité, le ballon stratosphérique Ballman de l'entreprise Emeria pourrait bien être mis en service dès 2026. Et le CNES et Emeria devraient signer d'ici à la fin de l'année un contrat de développement pour lancer une nouvelle étape du programme Ballman et ainsi atteindre cet objectif d'un ballon stratosphérique manœuvrant. Alors on va comprendre tout de suite de quoi il s'agit puisque nous avons avec nous en ligne Nicolas Multan, le PDG d'Emeria qui a accepté de répondre à notre call actu. Bonjour Nicolas Multan. Bonjour. Bienvenue dans Smart Space. Alors, on parle d'un contrat décisif pour l'entreprise que vous dirigez. Pourquoi ? Alors, en fait, c'est un contrat décisif, tout d'abord, parce qu'il suit un premier contrat sur la phase 1, qui a duré 2 ans, financé par la DGA et le CNES. On arrive à maturité, je dirais, des technologies, et il s'agit maintenant de les concevoir en détail et les mettre en opération dans la stratosphère. Et on célèbre la phase 2 avec un beau contrat que effectivement nous devrions signer d'ici la fin de l'année, qui va permettre effectivement de dérouler cette ingénierie en détail et d'avoir plusieurs vols d'essai, dont des vols en stratosphère à la fin de l'année 2025, qui seront déterminants évidemment pour être confiants dans la commercialisation future. Alors, commercialisation, donc on parle d'une mise en service autour de 2026. Oui, exactement. Dans la première version, alors évidemment, on aura probablement différentes versions, mais dans une version suffisamment stabilisée pour faire du business avec, concrètement. Donc, effectivement, l'année 2026 sera clé. Dites-nous à quoi ça sert, à quoi ça ressemble, comment ça marche un ballon stratosphérique manœuvrant ? Alors, un ballon stratosphérique, déjà, c'est donc un ballon qui vole entre 18 et 45 km pour ceux qui vont le plus haut, donc dans la stratosphère. Ce ballon
Aujourd'hui, on en fabrique de nombreux pour le CNES, mais ce sont des ballons dérivants, c'est-à-dire que ce sont des ballons qui sont lancés d'endroits bien choisis. Les ballons dérivent pendant quelques jours à quelques dizaines de jours et retombent. Le ballon manœuvrant aura cette capacité à rester géostationnaire au-dessus d'un point ou de suivre une frontière ou une côte, et donc d'avoir évidemment ce qu'on appelle une persistance, c'est-à-dire une capacité à faire du temps réel infiniment, tout simplement pas comparable, puisque les satellites et tout ce qui est aéroporté ou drone eux-mêmes dérivent en fait. Donc on aura un point de liaison ou un point de vision au-dessus d'un théâtre de guerre pour les militaires, ou alors au-dessus de départs de feu, de ce genre de choses. Donc vraiment plein de missions et une vision complémentaire des vecteurs déjà existants. Donc, si je comprends bien, hein, pour que le public comprenne aussi, la charge utile, ici, il s'agirait plutôt de capteurs de charge d'observation, c'est ça ? Oui, exactement. Donc on a des capteurs visibles, hein, donc des caméras, des télescopes. On a des relais 5G typiquement pour effectivement mieux couvrir une zone qui pourrait être mal desservie, ou alors écouter par exemple des signaux RF. Et quand on écoute des signaux RF, on peut entendre plein de choses, de la surveillance maritime. On peut effectivement écouter des balises. Et puis avec certains capteurs hyperspectraux, voir des départs de feu, voir des fuites de gaz comme le CO2 ou le méthane. Voilà, donc évidemment plein de nouvelles débouchées, en tout cas des sujets d'intérêt, mais avec une plateforme qui est complémentaire, encore une fois, des secteurs aéroportés et satellitaires, et bien plus green, puisque on va voler pendant plusieurs mois, on imagine 6 mois, sans aucune intervention en fait. Alors green, c'est le sujet du jour, hein, puisque à l'occasion de la COP28, on va parler dans notre talk des questions d'environnement. Est-ce que, si je comprends bien, alors le ministère des Armées, alors la DGA précisément a participé à la phase 1, le ministère des Armées, je crois, va participer aussi au financement du développement des prochaines étapes. Est-ce que ça veut dire qu'on peut attendre un des premiers contrats avec l'armée française ? Écoutez, c'est plausible, effectivement. En tout cas, on a des marques d'intérêt, pour tout vous dire. On aurait Ballman aujourd'hui, à la fois pour la France, mais aussi à l'export. On sera en mesure de prendre des contrats très concrets et très directs. On parle de l'Ukraine, on parle de certaines zones dans la zone du Pacifique, dans la zone du Moyen-Orient. On aurait Ballman sous la main, on en vendrait en fait, d'ores et déjà. Donc oui, effectivement, l'armée, de par son financement depuis le début, est un client probablement de référence qui fera partie des débuts de Ballman. Est-ce qu'on peut imaginer aussi un secteur privé intéressé par votre technologie ? Alors tout à fait. Effectivement, on travaille à avoir des clients d'ancrage, mais comme je le disais, les missions sont variables. Donc un relais télécom 5G, ça peut être Telsat, ça peut être SES. Quand on va surveiller les feux de forêt, on est plutôt sur la sécurité civile, au ministère de l'Intérieur. Après, on peut avoir effectivement du pur privé par l'observation de certaines, tout simplement l'imagerie. L'imagerie est utilisée par plein d'acteurs, dont des acteurs privés. Oui, on imagine que le privé sera un client, en tout cas un marché sur lequel Ballman va pouvoir se développer, bien sûr. Merci beaucoup Nicolas Multan d'avoir pris le temps de réagir et de répondre au Call Actu dans Smart Space cette semaine pour revenir sur ce nouveau partenariat avec le CNES pour entamer la phase 2 du développement de votre ballon stratosphérique Ballman. On enchaîne quant à nous, comme promis, avec le Space Talk sur Bismart. Alors que la COP28 a démarré à Dubaï, on va s'intéresser, nous aussi, sur le plateau de Smart Space, aux enjeux de durabilité, en particulier dans le secteur spatial, alors que les acteurs européens s'efforcent d'innover. Pour en parler, nous avons avec nous en plateau Xavier Laïro, cofondateur de la start-up Pangea Aerospace. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Nous avons aussi, pour participer à cet échange à distance, Luc Piget, directeur et cofondateur de ClearSpace, la société qui veut nettoyer l'espace. Bonjour Luc.
Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, je n'ai pas précisé Pangea Aerospace pour ceux qui ne connaissent pas encore cette start-up que vous mettez au point un moteur réutilisable. On va y revenir au cours de cette émission. Alors, entre révolution technologique et conscience climatique, Xavier Lahéro, est-ce qu'on est un peu écartelé aujourd'hui ? Moi, je pense plutôt le contraire, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, le secteur spatial prend conscience des enjeux écologiques. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que les volumes n'étaient pas suffisamment grands pour que ce soit un grand sujet. Mais aujourd'hui, avec l'essor de nouvelles compagnies, avec la croissance de l'activité dans le domaine spatial, c'est de plus en plus un sujet au cœur des activités d'organismes et d'institutions comme l'ESA, comme le CNES, mais aussi et surtout de compagnies du New Space comme nous. Nous, par exemple, nous travaillons sur des systèmes de propulsion, nous travaillons sur des petits systèmes de propulsion et des grands systèmes de propulsion, c'est-à-dire pour des satellites, mais aussi pour des lanceurs. Et notre mantra, nous en avons plusieurs, mais nous faisons des moteurs qui sont très performants et qui utilisent tout le temps des ergols, c'est-à-dire des combustibles verts, pour substituer le kérosène, par exemple, ou substituer l'hydrazine quand on parle de mobilité dans l'espace. Pour autant, l'impact zéro n'existe pas et n'existera pas dans votre technologie non plus. Bien sûr, l'impact zéro n'existe pas, mais nous réduisons énormément, par exemple, la création de CO2 quand on va faire une combustion à travers du méthane, ou quand on parle de propulsion dans l'espace, nous avons éliminé l'hydrazine, qui est quand même quelque chose de très polluant, un produit chimique même assez dangereux et cancérigène. Dans votre carburant, on parle d'un carburant durable issu d'un mélange de méthane et d'oxygène liquide, c'est bien ça ? Exactement. Qui donc doit avoir un impact combien de fois inférieur à ce qui existe aujourd'hui, on le sait ? En plus ou moins la moitié. Okay. Ce qui est important de noter, c'est que toutes les entreprises un peu à la pointe travaillent vraiment sur des moteurs méthane. Jusqu'à maintenant, on travaille avec du kérosène parce qu'on le connaît bien, le kérosène. Mais c'est vrai que le méthane a plusieurs avantages. Dans la combustion, déjà, on va avoir moins de produits polluants quand on fait la combustion, mais aussi, et c'est très important, ça facilite la réutilisation. Ouais. Donc on peut réutiliser avec du kérosène, mais c'est quand même plus facile avec le méthane. Luc Piguet, de votre côté, est-ce que vous avez ce sentiment d'être écartelé entre ces ambitions technologiques et cette conscience climatique aujourd'hui, malgré que vous adressiez un secteur ultra concerné, puisque vous proposez d'aller désencombrer l'espace? Oui, donc moi je pense que effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup qui est fait aujourd'hui, qu'il y a une vraie sensibilité. C'est naturellement l'état de développement de l'industrie spatiale n'est pas le même que si on prendrait l'aviation ou l'automotive en matière de maturité. C'est-à-dire que c'est une industrie qui est derrière ces industries-là. Donc il y a tout un tas de dimensions où les technologies doivent encore maturer et ça va prendre un peu de temps pour vraiment implémenter des solutions qui sont durables, que ça soit autant durable au niveau opérationnel comme ce que ClearSpace est en train de faire, ou durable en matière de produits générés, disons, à travers les opérations, comme ce qu'est en train de faire Pangea. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de sensibilité très tôt. Il reste quand même encore beaucoup de travail à faire. Et après, il y a aussi une compréhension qui est nécessaire, qu'on ne peut pas s'attendre au même niveau de standard et de maturité de nouvelles technologies qui viennent d'émerger que de celles qui sont établies depuis 40 ou 50 ans en matière de ce qu'on peut atteindre. Donc, c'est ça tout l'enjeu. L'industrie part dans la bonne direction. C'est ça toute la difficulté de vos positions aussi aujourd'hui, c'est qu'on a un enjeu très fort en Europe d'être rapide, agile, rentable, compétitif, mais on vous demande aussi d'être en accord avec les enjeux d'aujourd'hui et de demain qui sont ceux de la durabilité. Mais à nouveau, je suis d'accord avec Luc parce que ça n'a pas pourquoi, il n'y a pas une raison par laquelle ça doit clasher. Par exemple, si je reviens au méthane, le méthane est quand même plus efficient que le kérosène, c'est-à-dire il y a une plus grande densité énergétique, donc on peut emmener plus de kilos en orbite par kilo de carburant qu'on va brûler. Ce n'est pas le cas avec l'hydrogène. L'hydrogène est encore plus performant que le méthane, mais l'hydrogène est très très complexe à utiliser, par exemple, dans le segment sol. La même chose pour ClearSpace. ClearSpace, finalement, va prendre des objets qui sont en orbite et essayer de les sortir de l'orbite ou bien de les réutiliser
Et ça, c'est très important pour avoir de la durabilité. Et ça passe aussi par des lois. Et là, c'est un autre sujet qu'on pourrait... La réglementation aussi. Aujourd'hui, on est plutôt autour d'un vice juridique, mais ça se met en place pour mesurer l'impact de notre activité sur le spatial. Alors, je comprends bien que pour vous, le développement technologique n'est pas forcément en contradiction avec les enjeux de demain, mais les usages peut-être le seront. Vous proposez des moteurs qui iront à la fois pour des satellites, mais aussi pour des lanceurs. Proposer des moteurs réutilisables ou proposer une agilité en orbite, c'est aussi garantir une fréquence plus importante de lancement et de l'activité spatiale demain. Et ça a un rôle qui peut être un peu antinomique par rapport aux enjeux climatiques. Oui, absolument. Après, tout le but, c'est que avec l'augmentation qui est prévue dans le secteur spatial, l'augmentation en pollution, par exemple, soit mineure. Ça, c'est un des objectifs et ça passe notamment par la réutilisation, ça passe par les ergols, les carburants, les combustibles que nous allons utiliser, entre autres. Donc, il y a des choses à faire et je pense qu'on est dans la bonne voie. Envoyer plus, mais pour moins d'impact. Exactement. C'est ça l'objectif. Vous êtes d'accord avec cette vision, Luc Piguet ? Donc, oui, moi je pense qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'industrie spatiale se développe beaucoup plus vite qu'on puisse suivre en matière de durabilité. Donc, il y a un développement très rapide des opportunités et de l'environnement spatial. Il faut s'imaginer, en fait, cette infrastructure dans 5 ou 10 ans et se poser la question, comment est-ce qu'il faut la maintenir, comment il faut s'assurer, qu'est-ce qu'on doit avoir en orbite pour être durable dans l'opération. Et ça, c'est absolument fondamental. Aujourd'hui, le risque, moi, je vois au niveau des réglementations en particulier, c'est qu'on veut y aller trop vite. Donc, c'est-à-dire, il y a un certain nombre de réglementations pour implémenter la durabilité et s'assurer qu'on élimine des débris d'orbite qui sont indispensables. C'est nécessaire de ne pas laisser les choses en orbite. C'est nécessaire d'essayer de développer autant que possible avec des objectifs de durabilité des systèmes qui ont un impact minimum sur l'environnement. Mais en même temps, implémenter des réglementations qui sont trop extrêmes au niveau des obligations et par exemple, des sécurités d'opération peut générer une situation où ça devient très difficile en fait de créer l'industrie qui va permettre de produire cette durabilité. Donc, un des risques qu'on court aujourd'hui, c'est qu'on implémente des standards ou des lois ou des réglementations spatiales qui imposent une sécurité qui est tellement élevée que, par exemple, des services comme les services de ClearSpace deviennent particulièrement difficiles et deviennent beaucoup trop chers pour pouvoir vraiment adresser les fondamentaux. Si vous imaginez, par exemple, qu'on applique les standards qu'on applique à la voiture d'aujourd'hui à la première voiture en matière de sécurité, on n'aurait peut-être pas d'industrie automotive aujourd'hui. Donc, c'est ce genre d'équilibre qu'il faut savoir gérer et il faut effectivement implémenter des réglementations, il faut donner aussi des objectifs en matière de durabilité, mais il faut le faire de façon intelligente pour permettre que les capacités puissent se développer pour permettre un environnement durable dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et que ça soit simplement ça fasse naturellement partie de l'écosystème spatial. Mais je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose. Il y a un décalage en fait aujourd'hui, et peut-être que vous en faites les frais avec votre arrivée. C'est qu'il y a une vague de nouvelles technologies qui arrive après déjà celles qu'on a pu découvrir outre-Atlantique, notamment avec SpaceX. Et on est là aujourd'hui à débattre de votre impact carbone, de vos résolutions environnementales vs votre développement technologique, pendant que outre-Atlantique, on est aussi dans le même temps ébahi par des lancements SpaceX qui sont répétés. Un nouveau record en septembre, c'était déjà 62 lancements par an pour Falcon 9. L'objectif à terme avec Starship, c'est aussi de recréer une cadence telle et une capacité d'emport dans l'espace démesurée presque, on pourrait dire comme ça. Vous faites un peu les frais de ce développement outre-Atlantique et peut-être vous avez aussi, vous aussi, ce sentiment qu'on vous coupe un peu trop les ailes avant d'avoir eu le temps de développer la techno pour aller plus loin? Nous, personnellement, chez Pangaea Aerospace, non. Mais parce qu'on s'est toujours positionné, comme je le disais au début, sur des systèmes de haute performance, durabilité et un coût optimisé. Et ça, pour nous, c'est vraiment notre mantra. Et on a la chance, avec au moins les moteurs, que les moteurs qui marchent le mieux sont ceux qui utilisent les ergols les plus durables. À nouveau, hydrogène, méthane, puis après on parle de kérosène, puis les solides, qui sont les moins verts. Aujourd'hui, toute l'industrie est dans cette logique de développement de moteurs méthane. C'est-à-dire Starship utilise des moteurs méthane. Ariane Group travaille sur Prometheus, qui est un moteur méthane. Ce sont ce type de moteurs qui voient le jour et qui sont déjà réfléchis et pensés pour le futur et pour être réutilisables.
Et je pense que c'est la seule façon que nous avons dans le secteur des lanceurs de réduire notre impact, qui d'ailleurs, même avec 62 lancements par an, est totalement anecdotique par rapport à l'aviation ou par rapport à l'industrie automobile. Oui, mais est-ce qu'on doit pour autant développer une nouvelle industrie qui irait être compétitive en termes d'impact carbone avec l'aviation? Je pense que la question du coup, elle se pose sur les services que nous donnent les satellites que nous avons en orbite et l'exploration. Pour moi, c'est ça la grande question. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup d'explorer l'univers pour comprendre mieux plein de phénomènes scientifiques, historiques, etc. Et est-ce que ça vaut le coup d'avoir des satellites en orbite qui vont nous donner suffisamment de données pour être réactifs face au changement climatique et pour pouvoir bien analyser, par exemple, la montée des eaux? Et c'est ce trade-off qui, je pense, ne nous correspond pas à nos industries, mais je pense que il est clairement positif à l'augmentation des services qui proviennent des satellites en orbite dans ce trade-off. Mais alors justement, vous me faites une belle introduction pour ma prochaine question. Est-ce qu'il faudrait imaginer en Europe orienter le projet spatial européen vers une priorité unique qui serait la préservation de la Terre, la surveillance de l'environnement, de la même façon peut-être qu'on a essayé d'implémenter une vision européenne de la donnée, c'est-à-dire vraiment décider de dédier le secteur spatial européen à la protection de l'environnement et donc d'orienter toutes ces missions et ces commandes publiques dans cette direction? C'est une bonne question. Je pense que du côté entreprise, ce qui est important, c'est que les comptes de résultats soient positifs. Et ça, donc, ça veut dire des marchés derrière. Donc, pourquoi pas avoir cette différence européenne, si on peut la nommer un peu comme ça. Je pense qu'on y est un peu déjà dans cette logique et en faire une force. Néanmoins, les entreprises privées qui opèrent, que ce soit des entreprises avec un incroyable héritage ou des entreprises qu'on peut appeler New Space, doivent trouver leur compte dans tout ça. Bien sûr. Luc Piguet, est-ce qu'on n'a pas déjà trop d'acteurs pour penser à réduire nos priorités? Alors non, je pense qu'en fait, de nouveau, c'est toujours difficile de se projeter dans le futur. Si vous imaginez-vous que vous inventez la voiture il y a 200 ans et vous dites, c'est super, ça a 4 roues, ça peut aller de Paris à Madrid en 16 heures et ça peut transporter des biens, des personnes. Et les gens vous diraient, vous êtes fous, c'est pas possible, il faudrait des routes partout. C'est toujours difficile de projeter à quoi va ressembler l'environnement demain. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'on ait une stratégie, une roadmap au niveau de l'Europe de ce qu'on veut réaliser et qu'on crée un contexte qui optimise finalement les chances de succès de l'industrie spatiale européenne. Et ça veut dire qu'elle devienne compétitive, plus rapide, qu'on puisse avoir une approche peut-être des fois un peu plus risquée dans les implémentations de projets qu'on fait. Et après, évidemment, quand on met en place des réglementations ou qu'on le fait avec une roadmap, on se dit, aujourd'hui, ce qu'on veut atteindre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut atteindre dans 5 ans? Qu'est-ce qu'on veut atteindre dans 10 ans? Dans 15 ans? Et puis qu'après, les réglementations soient alignées et aussi le procurement soit aligné avec une stratégie finalement européenne. Et je pense que ça a beaucoup de sens. Il faut aussi maintenant, en même temps, il faut aligner cette question de la réglementation, pardon, je vous coupe Luc Piguet, avec les autres industries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les données sur à quoi ressemblera le monde de demain si on ne change rien, elles sont là, elles existent, elles ne sont pas réjouissantes. Donc l'idée, c'est peut-être si ce n'est de ne pas précipiter la réglementation aujourd'hui sur le secteur spatial, de l'accorder et de prendre la mesure de ce que sera le secteur spatial par rapport au reste des industries. Et là, on sera peut-être plus précis. C'est juste, je pense que ce qu'il faut, c'est pas attendre de façon passive pour voir ce qui va se passer demain, mais d'être actif et de faire un choix au niveau d'une stratégie qu'on déroule. Et je pense, par exemple, les activités qu'on fait aujourd'hui avec l'ESA, c'est un exemple de ça. On dit, il y a besoin d'une dépanneuse dans l'environnement spatial, donc on crée les moyens pour la produire et on crée la possibilité pour de New Space d'avoir du succès dans cet environnement en Europe. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est indispensable. Et ça, c'est une stratégie à long terme. On se dit, oui, c'est nécessaire, c'est des technologies qu'on pense qui ont de la valeur. La propulsion, évidemment, c'est une technologie clé pour l'industrie spatiale. À quoi est-ce qu'elle doit ressembler demain? C'est ça la question qu'il faut se poser. Absolument. Pardon, si je peux revenir sur ce que disait Luc. En fait, il a parlé de 2 sujets qui, pour moi, est la création du marché institutionnel, c'est-à-dire de déjà acheter aujourd'hui en tant qu'agence spatiale européenne des services de debris removal, qu'on pourrait appeler en anglais, et qui pour nous, finalement, qui sommes ceux qui vont fournir des systèmes de propulsion, ça ne fait que croître l'intérêt parce que
les grands problèmes de la durabilité dans l'espace, c'est les émissions des lanceurs qui sont très petites, à nouveau, sur les émissions globales, et les déchets spatiaux. Les déchets spatiaux, quand on a de la propulsion à bord d'un satellite, n'existe pas en théorie. Pourquoi ? Parce que le satellite peut partir de l'orbite pour aller dans une aire exactement, faire un désorbitage. Donc en fait, on va résoudre ce problème avec en plus de la propulsion verte qui n'utilise pas des produits chimiques qui sont cancérigènes par exemple. Alors j'aimerais bien vous lire une publication que j'ai aperçue cette semaine de Thomas Pesquet qui réagit justement à la COP 28 dans laquelle il dit, je cite, « Le progrès technique devra nécessairement s'accompagner d'un débat de société sur quels usages du carbone sont acceptables pour le bien commun et lesquels le sont le moins, en attendant une décarbonisation complète qui prendra du temps et qui doit être amortie socialement. » Qu'est-ce que ça vous évoque, un ambassadeur du spatial qui invite à tempérer d'une certaine façon, en tout cas c'est l'interprétation qu'on peut en faire, la course au développement technologique ? Oui, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Il faut voir sur quel secteur on agit. Non ? Est-ce que dans l'aviation, qui aujourd'hui est un énorme sujet d'ailleurs en France, est-ce qu'il faut continuer dans cette croissance qui pour bouger une personne d'un point A à un point B, crée un impact carbone énorme. Et c'est pour ça que je reviens sur le spatial et comment l'utilisation du spatial en fait, est en train de nous aider dans cette période très complexe qu'on vit grâce à l'imagerie, grâce à la connectivité et grâce au suivi de ce qui se passe sur Terre. Donc, je pense que finalement, ce tweet ou cet article de M. Pesquet ne vient plus que renforcer le besoin de spatial dans toutes ces activités de monitoring de ce qui se passe sur Terre. Et pour moi, c'est une des activités qui doit continuer. Ce qui interpelle, en fait, je vous laisse réagir, Lupiguet, et peut-être vous pouvez réagir là-dessus. Ce qui interpelle, c'est de rappeler qu'il faudrait sous-peser ce qui est acceptable pour le bien commun. Et c'est bien là la difficulté aujourd'hui que rencontre le spatial, c'est de faire comprendre qu'il s'agit du bien commun. La question, je pense, elle est fondamentale, c'est une question de qu'est-ce qui définit le succès. Et si le succès, c'est le succès purement financier, on ne va pas résoudre les problèmes de fond qu'on a. C'est juste pas possible. Parce qu'on ne peut pas optimiser les résultats financiers purs sans avoir un impact néfaste sur le long terme. C'est simplement une équation qui ne marche pas. Donc aujourd'hui, ce qui soulève est juste. Ce qu'il faut, c'est redéfinir c'est quoi le succès. Et le succès, ce n'est pas juste un succès financier, ça en fait évidemment partie. Au final, il faut avoir des entreprises qui soient elles-mêmes durables et qui puissent croître et qui puissent réussir. C'est aussi de s'assurer qu'on mette en place un système qui soit durable. Et si la durabilité ne fait pas partie de la définition du succès, on va sur le long terme certainement pas réussir à résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui et notre succès ne peut être que passager. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de débattre avec nous sur cette question de l'environnement, de ce dilemme dans le secteur spatial. Il y a des solutions, vous dites, on vous a entendu aujourd'hui tous les deux, allier la durabilité et le succès pour se projeter sur l'avenir, travailler sur les modes de propulsion, mais aussi sur les solutions de désencombrement pour répondre aux principaux enjeux de durabilité dans le secteur spatial. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission. À la production, Lily Zalkin, comme toutes les semaines avec nous. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.